Les Déracinés, partie 4. La fille électrique. Désolée, mais il faut que j'y retourne. L'idée avait tourné en boucle dans la tête d'Eric durant toute leur descente vers le sas principal du vaisseau. D'abord, rien qu'une pensée absurde noyée parmi d'autres. Elle avait eu le temps de se développer au fil de leur lente progression parmi la foule. Puis, quand cette bonne vieille culpabilité avait eu fini son travail de sape, la pensée était devenue plus qu'une idée, une conviction. Il devait retrouver cette fille et tenter d'atténuer la catastrophe en cours. Il le lui devait autant à elle qu'il n'avait pas su protéger correctement qu'à l'équipage entier victime des avaries du vaisseau. La fratrie avait déjà dépassé le niveau du rez-de-chaussée de la serre, là où l'intruse avait été vue pour la dernière fois. Violette se retourna vers Eric de mauvaise grâce. « N'y pense même pas !»« De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ?» protesta-t-il. « À part juste être encombrant. Et ne me dis pas le contraire » ajouta-t-il pour couper court à la réplique de sa sœur. « Je sais que c'est ma faute, c'est évident. Et même si tu es contre, tu sais que ça va me ronger si je reste là, les bras ballants, à attendre que les choses se passent. Alors fais-moi plaisir, laisse-moi partir. » Violette le regarda au fond des yeux pendant de longues secondes, puis détourna la tête avec tristesse. Elle aurait juré que son petit frère n'était pas responsable de l'enchaînement des événements. C'était le fruit d'un malheureux concours de circonstances qui aurait probablement eu lieu même sans l'intrusion de la forestière. Marcus et son éternel pessimisme devaient être dans le vrai, en fin de compte. Ils avaient précipité quelque chose d'inéluctable. Elle savait aussi que quoi qu'elle dise ou qu'elle fasse, rien ne pourrait convaincre Eric. « Ça sert sûrement à rien de te le répéter, mais fais attention, » souffla-t-elle. Eric hocha la tête avec un sourire grave et partit au quart de tour. Il ne se faisait aucune illusion sur sa capacité à influencer la situation maintenant qu'elle était à ce point hors de contrôle. Il comptait seulement faire comme on le lui avait toujours appris, à l'exemple de n'importe quel membre de l'équipage en charge d'une mission importante. C'est-à-dire poursuivre son objectif même quand le but à atteindre était plus qu'à moitié tombé à l'eau. Au pire, tout serait effectivement perdu, mais au moins il aurait eu une chance de sauver quelque chose. Il ne se retourna qu'une fois vers son frère et sa sœur, quand il arriva au virage de l'escalier menant à la coursive supérieure. Là, presque caché par l'afflux de monde en provenance des étages, il agita brièvement la main avant de disparaître. Il était déjà loin quand se produisit un phénomène inédit dans l'histoire du vaisseau. Le pilote prit la parole, chose qui n'était plus arrivée depuis des années, et il le fit par l'intermédiaire des murs. De petits trous apparurent à intervalles réguliers dans les parois en pleine mutation, et une voix rauque se mit à filtrer par ceux-ci au rythme des palpitations de la matière organique. « Je rencontre des problèmes dans la symbiose. Je vais tenter d'atterrir dans le désert. Je répète, la symbiose est rompue. Je tente d'atterrir. » La voix avait ceci de terriblement angoissant, en ce qu'elle donnait l'impression que son propriétaire ne maîtrisait plus rien. Violette se demanda si à aucun moment le pilote avait vraiment su ce qu'il se passait dans son vaisseau. Peut-être était-il devenu sourd au monde extérieur, trop concentré sur les réactions anormales de la créature pour que quiconque puisse l'atteindre dans sa transe. Peut-être que sa longue carrière avait eu raison de lui. Entre deux frissons agitant les parois des coursives, le vaisseau commença à piquer du nez. « Bon sang, Eric, je savais qu'il aurait dû rester !» Cette petite phrase cachait à peine la cruelle vérité qui se dessinait dans l'esprit de Violette. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-haut, alors que le vaisseau va se poser ? Alors qu'il faudra vite s'éloigner de cette carcasse en fin de course, bonne à rien d'autre qu'à nous attaquer. La jeune femme se tourna vers Marcus, resté jusque-là immobile et silencieux. Elle avisa son visage dévoré par les mutations, chercha le reflet bleu pâle de ses pupilles au plus profond de l'entrelac de racines. Elle était dans l'expectative, tout son corps prêt à bondir à la poursuite de son petit frère. Mais son cerveau lui ordonnait de ne pas laisser seul son aîné trop solitaire, trop vulnérable. Marcus lui adressa le demi-sourire dont il avait le secret. « J'avais raison, semblait-il proclamer. »« Ne me regarde pas comme ça, » dit le jeune homme. « Fais ce qui te semble être le mieux. Je me débrouillerai pour te faciliter la tâche. » Violette lui prit la main et l'entraîna à sa suite. Elle fondait la foule aussi vite qu'elle le pouvait, se souciant peu des protestations et des chocs de leurs casques anti-contagion heurtant ceux des autres au passage.
Eric venait d'atteindre l'entrée de la coursive face au rez-de-chaussée de la serre. Plus personne ou presque n'arrivait maintenant en sens inverse, tant le gros de l'équipage se concentrait sur les 3 ou 4 étages les plus proches de la sortie. Si là-bas les mutations du revêtement étaient encore peu développées, elles avaient ici continué de croître et de gagner en mobilité. Certaines avaient même traversé la coursive dans sa largeur pour aller se fixer à la paroi opposée, créant des barrières de matière élastique tendues comme des pièges. Quant à la structure métallique du vaisseau, laissée à l'air libre sur des pans entiers de parois, elle rappelait de plus en plus la cage thoracique d'un mort. Le garçon s'arrêta face à une entrée dérobée de la serre, dans l'axe de la lourde porte vers laquelle avait été emmené Echo. Le vide-ordure ou la salle des tortures, pensa-t-il la boule au ventre, en passant en revue ses souvenirs des lieux. Il doit déjà être trop tard. Il n'en vérifia pas moins l'étanchéité de son casque, puis déverrouilla la sécurité à l'aide du code qu'il avait un jour dérobé aux responsables des accès. À peine avait-il fini que quelque chose lui chatouilla le dos. D'un même mouvement, il poussa le battant vitré et fit volte-face. À travers la paroi transparente, une mince excroissance de matière bleu-mauve poussait en se ramifiant dans sa direction. Le contact du verre ne la perturba pas le moins du monde. Elle continua simplement de se développer le long de ce support, déployant ses ramifications comme un réseau de fines veines. Eric se détourna, révulsé, et se hâta vers la porte. Tout en réfléchissant à la manière dont il pourrait venir seul à bout du mécanisme de fermeture, il ne put s'empêcher d'être frappé par le calme apparent que dégageait encore la serre. L'impression produite relevait du mélange parfait entre le cimetière, bien qu'Eric n'en ait jamais vu un en vrai, et le lieu de culte d'une tribu de forestiers. Le temps paraissait y être suspendu. Chaque végétal était scrupuleusement disposé en fonction de sa taille, du type de fruits ou de feuilles qu'il produisait, et de son degré de toxicité. Hormis dans la zone où la jeune fille avait été capturée, tous étaient ordonnés le long d'allées sinueuses, selon un équilibre subtil de beauté, d'utilitarisme et de sécurité. Sur certains, on avait poussé l'hommage jusqu'à fixer un portrait peint ou dessiné du disparu. La plupart ne bénéficiaient que d'une inscription sobrement gravée sur leur peau de terre cuite. Eric eut une brève pensée pour les 2 végétaux, quelque part sur sa droite, qui surpassaient à ses yeux tous les autres en importance. Il n'était allé les voir que quelques fois, chaque visite réveillait en lui un sentiment d'infériorité, de manque de légitimité qui lui était trop pénible. Il n'avait aucun souvenir d'eux sous leur forme humaine, n'ayant jamais vu ou touché que leur forme enlacée, leur tronc indissociable surmonté de petites feuilles ondulées presque identiques. Ils avaient poussé ainsi au fil des années. La cavité qui s'ouvrait dans le renflement de l'un des 2 troncs, elle, était légèrement antérieure. C'est de là qu'on avait sorti Eric, quelques mois après la fin de la métamorphose. Un bruit sourd en provenance de la porte accentua le sentiment d'urgence du garçon. Les fines feuilles de métal couvrant le sol près du mur grinçaient sous l'effet des mutations qui se formaient par-dessous, rompant la quiétude de façade des lieux. Eric entendait maintenant distinctement des cris et de funestes grésillements. De toute évidence, les miliciens n'avaient pas jeté la forestière par-dessus le bord. Cela aurait dû le soulager, mais d'un autre côté, il ne trouvait aucune explication à l'intense agitation qui régnait derrière le mur. Une lutte acharnée semblait se jouer, ponctuée par des éclats de voix d'hommes au timbre effrayé. Une curieuse sensation envahit le garçon, une peur de l'inconnu qui lui donna envie de fuir très loin avant qu'il ne soit trop tard. La porte de métal vola hors de ses gonds. La créature qui se tenait derrière avait la tête en sang et le haut du corps noir de suie. Mis à part sa tunique en guenilles, seulement reconnaissable à son ourlet orné de motifs triangulaires, elle n'avait plus rien en commun avec la protégée d'Eric. Elle fut aussitôt bousculée par un milicien en embuscade qui la plaqua au sol en serrant son cou de toutes ses forces. À l'instant où l'homme dégageait une de ses mains pour prendre le poignard à sa ceinture, Eric distingua son expression, une grimace de terreur. La fille grogna, tourna la tête pour tenter d'aspirer un peu d'air. Elle était affublée d'une étrange coiffe qui la gênait dans ses mouvements en frottant contre le sol. Un instant,
Eric crut même voir une étincelle jaillir au point de contact avec le revêtement métallique. Puis il en vit une deuxième, au sommet d'une des fines baguettes soudées à la coque qui recouvrait son oreille. Puis d'autres apparurent. Le courant se propageait au corps de la fille sans lui causer de dommages, semblait-il. De minces filets d'un blanc aveuglant se mirent à cascader le long de ses épaules et de son dos, se propageant au sol sur plusieurs mètres autour d'elle. Le milicien poussa un cri de terreur, ou peut-être de douleur, résista encore quelques secondes, mais finit par lâcher prise. Son gant fumait. Un rictus déforma aussitôt les traits de la fille et elle se jeta sur lui. Il lui suffit de saisir son poignet pour propulser le poignard au loin dans une gerbe d'étincelles. Le milicien hurla en même temps que se répandait dans l'air une odeur de chair grillée. Le poignet céda dans un craquement d'os. La fille, à genoux, saisit son visage à deux mains et serra jusqu'à ce qu'il se taise. Ses yeux fondirent peu avant que sa peau vire au noir. Quand il retomba au sol, des parcelles de son crâne se dévoilèrent dans un nuage de cendres. Eric n'eut pas besoin de scruter l'embrasure sombre de la coursive pour deviner le sort du reste du groupe. Il se faufila à toute vitesse entre les végétaux bordant l'allée. Atteignant la porte vitrée, il l'ouvrit à la volée et la verrouilla dans un geste dérisoire de protection. Les mutations grouillantes du vaisseau représentaient tout d'un coup une menace plus acceptable que le monstre derrière lui. La gorge serrée et gagné par une profonde lassitude, il songea à revoir sérieusement son objectif. Echo chassa la cendre de ses yeux d'un revers de la main. Elle se releva comme un automate, sans un regard pour le corps à demi carbonisé à ses pieds. Le revêtement métallique du sol formait des flaques autour de ses orteils, laissés nus par ses chaussures de corde tressées, récemment tombées en lambeaux, mais elle ne le remarqua pas. Seule l'occupait sa rage. Elle se dirigea droit devant, vers la sortie. La porte verrouillée la retint à peine quelques minutes, le temps qu'il lui fallut pour en saisir les montants à pleine main, faire fondre le cadre et fracturer le verre. Les zébrures sanglantes laissées sur ses bras et ses jambes n'avaient aucun effet sur elle. Une forme humaine bougea à la limite de sa vision brouillée, devenant automatiquement sa prochaine cible. Elle banda ses muscles, prête à bondir, et fut brusquement coupée dans son élan. Quelque chose d'élastique s'était enroulé autour d'une de ses chevilles. Puis ce fut autour d'un de ses bras, qui se tordit presque au niveau du coude. Elle hurla de fureur en cherchant à empoigner la matière et s'empêtra encore davantage. Cela ne l'empêcha pas de se débattre toujours plus, griffant l'air de ses mains, jusqu'à ce que sa tête s'auréole à nouveau d'une nuée d'étincelles. Les décharges zébrèrent son corps en partant du cou et de ses épaules. Elle regarda un instant ses mains se mettre à trembler, puis comme si elle avait compris la nature du phénomène, empoigna fermement ses entraves. Celles-ci furent instantanément carbonisées. Ce qu'il restait des mutations se rétracta vers la paroi de la coursive, laissant place à de nouvelles excroissances encore plus agressives. Mais Echo était déjà hors d'atteinte. Eric remontait à fond de train à la coursive vers l'avant du vaisseau. Il voulait à tout prix éviter que la fille aille à la rencontre du gros de l'équipage. Après s'être assuré qu'elle l'avait repéré, il s'était élancé vers le seul endroit où il avait encore une chance de trouver de l'aide, la salle des commandes. Un groupe de miliciens aguerris montait toujours la garde devant. Ils étaient plus nombreux et auraient davantage qu'un simple couteau pour faire face au danger, contrairement à leurs infortunés prédécesseurs dans la serre. Le groupe de 4 qui s'était lancé à la poursuite de la fille avait pourtant été doté des meilleures armes, et cette certitude taraudait Eric. Il prit à peine le temps de remarquer que le sol sous ses pieds s'était incliné, et que ce qu'il voyait à intervalles réguliers par les hublots avait changé. Le ciel cédait sa place au désert. Compte tenu de la situation, même l'antichambre protégeant la salle des commandes était verrouillée. Eric tambourina à la porte. « Ouvrez, on a besoin de vous ici !» À son grand soulagement, l'un des miliciens en poste lui ouvrit presque aussitôt. Eric le reconnut pour l'avoir déjà confronté lorsque plus jeune on le surprenait à fouiner là où il n'aurait pas dû. L'homme de haute stature au visage buriné, prénommé Haddon, le toisa d'un air sévère où perçait la contrariété. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Elle arrive. Je l'ai attirée ici pour qu'elle ne s'en prenne pas aux autres, en bas. Aidez-moi !» Tout en parlant,
Eric s'était penché pour jauger des forces en présence dans l'antichambre. C'est alors qu'il entrevit la scène qui se jouait dans le dos du grand milicien. La porte de la salle des commandes n'était plus qu'un souvenir. Elle avait disparu sous un épais entrelac d'excroissance organique qui, en fusionnant avec le revêtement des parois alentour, avait rendu toute ouverture impossible. 3 hommes s'acharnaient dans une vaine tentative de dégager les montants de la porte, tailladant et arrachant de concert la matière sombre. À côté, un 4e homme dépouillé de son casque et de sa combinaison se laissait volontairement recouvrir par les excroissances. Elles enserraient son cou et collaient ses bras à son corps comme une camisole, formant sur sa peau nue des réseaux de fines veines mauves. Malgré son visage en grande partie plongé dans la masse de tissu, Eric le reconnut. Quelques heures plus tôt, ou ce qui semblait des années, on avait envoyé cet homme dire au pilote d'atterrir d'urgence. Et il sanglotait. « J'y arrive pas, il m'entend pas, j'ai tout essayé. » « Écoute, gamin, fit Haddon, c'est pas le moment. » Il se décala légèrement pour masquer l'intérieur de la pièce. Toutes ses vérités disparues, c'était maintenant la peur qui remplissait son regard. Il vit une ombre débouler au loin, remontant de l'étage inférieur, et lâcha un bref « oh merde » avant que ses réflexes ne reprennent le dessus. Haddon poussa Eric sur le côté et empoigna son arme, tout en exhortant ses collègues à le rejoindre. Ils n'étaient que 6, sans compter l'homme prisonnier des excroissances. C'était à prendre ou à laisser, pensa Eric au fond du désespoir. Ils formèrent un barrage en arc de cercle et s'avancèrent autant qu'ils le purent dans la coursive. La manœuvre était rendue d'autant plus dure par l'état des parois du vaisseau. Aussi proche de l'épicentre de la symbiose entre la machine et son pilote, les mutations évoluaient encore plus vite qu'ailleurs. Quant aux parois elles-mêmes, on commençait à voir le jour au travers tant le revêtement présentait de déchirures. « Profitez qu'il n'y ait personne d'autre pour tirer, tant pis si ça perfore les parois. Compris ?» lança Haddon. Les miliciens acquiescèrent. Eric jeta un œil par la porte de l'antichambre et repéra une arme de petit calibre qu'on avait laissée de côté, sur une tablette près de l'entrée. Elle était peut-être vide ou défectueuse, mais il s'en empara tout de même pour se donner une contenance. Il évita de croiser le regard de l'homme qui sanglotait toujours au fond de la pièce. La fille, maintenant à portée de tir, n'avait pas dévié de sa trajectoire. Elle avançait toujours au même rythme, de sa démarche mécanique, laissant derrière elle des traces de cendres et des gouttes de sang. Son apparence à la fois terrifiante et juvénile ne perturba pas les miliciens plus de quelques instants. Ils braquèrent le canon de leurs armes sur elle d'un même mouvement et firent feu. Elle aurait dû s'écrouler sur le champ. Au lieu de quoi, 5 balles vinrent s'écraser contre un mur d'étincelles à quelques centimètres de sa peau. Il y eut 5 déflagrations, puis 5 projectiles fondus tombèrent à ses pieds. La 6e balle la fit se plier en 2 de douleur, les mains comprimant sa cuisse. Les miliciens se regardèrent, incrédules, avant de l'attaquer de nouveau par des tirs nourris. Trop tard, l'effet de surprise était passé, et par automatisme, la barrière dressée entre la fille et le reste du monde s'était renforcée. Un des miliciens, se voyant acculé, eut alors l'idée de tirer directement dans les parois autour de sa cible. Le revêtement organique réagit immédiatement en projetant des myriades d'excroissances dans toutes les directions. Certaines furent brûlées, mais d'autres parvinrent à jouer leur rôle d'obstacle. La même opération fut répétée au sol, avec pour effet de faire trébucher la fille. L'amas de mutations organiques fondit sur elle et commença à l'ensevelir. « Vous, dit Haddon en désignant 2 miliciens, allez chercher du renfort. Débrouillez-vous pour trouver des armes électriques. Et toi, derrière, referme-moi cette porte, acheva-t-il en pointant Eric du doigt. Le garçon s'exécuta, bien que la mesure lui semblât à présent dépourvue de sens. Les sanglots s'étaient tus. La seule chose qui demeurait de l'homme prisonnier était un renflement dans le tissu d'excroissance. Dans un état second, Eric se demanda ce que pouvaient bien être les autres protubérances qui déformaient la porte en son centre. Elle donnait l'impression que quelque chose allait en jaillir d'un instant à l'autre. Peut-être cela justifiait-il l'ordre d'Haddon après tout. Eric rejoignit les 4 miliciens restants, pris dans une lutte contre les mutations du vaisseau. Pour l'instant, ils arrivaient à éviter celles qui sabrelaient en tous sens
et coupaient celles qui s'accrochaient à eux à l'aide de leurs poignards. Le garçon chercha à tâtons son canif et suivit leur exemple. « Pourvu que les renforts viennent vite, » souffla l'un des miliciens. « J'ai peur qu'on tienne pas longtemps comme ça. » La porte céda sans crier gare sous la pression de ceux qui poussaient derrière. Un bruit de verrou arraché, ponctué d'un son mat et écœurant, vint sonner le glas de la salle des commandes et de tout ce qui s'y trouvait. Dans leur dos, une bouillie informe de tissu organique remplissait à présent tout le volume de l'antichambre et s'écoulait dans la coursive. Éric, comme les miliciens, en restèrent pétrifiés, seulement capables de contempler l'horrible phénomène déferler sur eux au ralenti. Ils venaient de perdre leur pilote, dont ils n'osaient pas même imaginer le destin, et le vaisseau continuait de piquer vers le sol. Dans un rugissement ponctué de grésillements, le cocon qui retenait la fille prisonnière se déchira. La plupart des morceaux furent vaporisés. Les autres brûlèrent le groupe et trouèrent le revêtement partout où ils atterrirent. Pire, la surface de la coursive qui entourait la fille disparut, soufflée à l'extérieur par la déflagration. Du côté interne, des lambeaux de matière s'accrochaient encore à la structure du vaisseau. De l'autre côté, seul le vide comblait l'espace entre les membrures à demi tordues. Éric, moins sonné que les autres grâce à sa position légèrement en retrait, se releva juste avant que le flot de mutation s'échappant du sas atteigne ses chevilles. Son cœur arrêta de battre lorsqu'il comprit qu'il ne pourrait plus décoller les pieds du sol. Les miliciens, encore moins chanceux, se débattaient dans la matière sombre qui avait emprisonné leurs bras et leurs jambes dans une gangue élastique. Le garçon releva lentement la tête, persuadé que sa vie s'arrêtait là. Mais la fille ne le regardait même pas. Elle était entièrement tournée vers la béance qui donnait sur le vide, scrutant les dunes loin en contrebas. Son visage s'était brusquement animé d'une expression de désespoir, rendue encore plus féroce par les coulures de suie et de sang. L'humanité qui avait déserté ses traits semblait enfin refaire surface. Son casque improvisé ne produisait plus d'étincelles, comme pour signifier que sa rage et sa folie avaient été balayées. Peut-être qu'elle songeait à la forêt qu'elle aurait aimé apercevoir encore. Il n'en restait qu'une fine ligne verte à l'horizon. Traînant sa jambe blessée, elle fit un premier pas hésitant, puis un autre en direction du vide. Ses mains agrippèrent les tiges de métal tordues et elle se pencha, vacillante, prête à faire un pas de plus. Éric tendit son bras vers elle. L'arme qui reposait le long de sa cuisse lui semblait terriblement lourde et inutile face à la silhouette en haillons. Contre toute attente, il était tiraillé par l'envie de la retenir. Adon parvint à libérer ses mains. Il se redressa sur les genoux, arma son fusil et tira. Un cri de stupeur resta bloqué dans la gorge d'Éric. Il vit la tête de la fille partir sur le côté. Son corps s'affala contre la structure métallique, puis bascula vers l'avant. Adon s'acharnait sur les mutations qui prenaient d'assaut son arme pour tirer de nouveau. Mais elle ne lui en laissa pas le temps. Par on ne sait quel miracle, peut-être sa vision périphérique avait-elle détecté le mouvement, elle était parvenue à s'écarter suffisamment pour s'en sortir avec une profonde éraflure sur la joue. Une gerbe d'étincelles jaillit de son casque. Elle se retourna lentement vers le groupe, de nouveau transfiguré par la rage. Tandis que ses muscles se contractaient au mépris de ses blessures, la matière organique qui s'amassait autour d'elle se mit à bouillir et partit en fumée. Éric ne se souvint des instants qui suivirent que par bribes. Il la vit bondir sur les miliciens hurlant de terreur et incapables de bouger. Elle alluma des brasiers dans des explosions d'étincelles. L'odeur caractéristique de chair brûlée prit Éric à la gorge en même temps que la texture de l'air changeait. Le canon du fusil d'Adon, encore braqué sur elle, fut saisi et tordu aussi facilement qu'une brindille, tandis que le pauvre homme s'escrimait sur la gâchette. Il écarquilla les yeux à la vue du métal goûtant comme de l'eau sur ses genoux. Dans un éclair de lucidité, Éric visualisa mieux que jamais la débâcle puis la triste fin des 4 premiers miliciens. La paroi du casque d'Adon grésilla au contact de la main de la fille, et une pâte presque liquide s'écoula sur son visage en faisant fumer sa peau. Le bras plongea ensuite jusqu'au coude dans la brèche ouverte.
la tête du milicien se décomposa dans un long crépitement. Autour de son corps inerte, encore agenouillé, ce qu'il restait de ses collègues était lentement avalé par la matière organique en pleine expansion. L'un d'eux se débattait encore faiblement, en proie aux flammes qui avaient embrasé ses habits, suffoquant dans les vapeurs de son casque et de son arme chauffée à blanc. La fille passa près de lui sans paraître remarquer les spasmes qui l'agitaient. Eric n'espérait plus qu'une chose, que les mutations l'achèvent avant que la fille s'en charge. Il se rejeta en arrière, accélérant la progression du flot mauve qui montait à l'assaut de ses épaules. Il pointait son arme à bout de bras dans un réflexe puéril de défense. Et soudain, elle fut là, son visage à quelques centimètres du sien. Elle se fichait éperdument du canon qui la menaçait, alors même que celui-ci s'enfonçait dans son ventre tandis qu'elle se penchait. Eric sentait des décharges électriques remonter le long de ses bras et se répandre dans tout son corps. Il aurait dû tirer, au moins pour défendre son honneur, faire bonne figure avant de mourir. Mais il ne pouvait pas après avoir relevé la tête et croisé une dernière fois son regard malade. Il n'y lisait même plus cette rage aveugle, non. Celle-ci avait laissé place à une chose qui parut encore pire au garçon. Quelque chose qui tenait autant de l'absence de conscience que de la détresse abyssale. Elle leva ses mains parcourues de décharges au niveau de la tête d'Eric. Elle allait les poser sur ses tempes, tout simplement, et ce serait fini. Il ferma les yeux et attendit. Attendit encore. Quel malin plaisir prenait-elle à faire durer les choses? Il n'entendit bientôt plus le grésillement à ses oreilles. Seuls persistaient les sons mats des mutations qui cherchaient à l'ensevelir. Chose étrange, il sentait une multitude de fins doigts faire pression sur sa combinaison comme pour passer au travers. S'il avait ouvert les yeux à cet instant, il aurait effectivement vu l'une des excroissances rentrer dans sa manche, avant de s'infiltrer sous sa peau dans un tiraillement à peine perceptible. Le bruit d'un gros soupir lui fit rouvrir les yeux. La fille avait baissé les mains et le regardait d'un air las. Elle aurait presque pu ressembler à celle qu'il avait aperçue dans la clairière, quelques heures à peine auparavant. L'insupportable contradiction qui n'avait cessé de diviser Eric atteignit son paroxysme. « Prends une décision, bon sang !» se cria-t-il intérieurement. « Cesse d'être un lâche et assume tes choix !» Le pistolet tomba avec un bruit mat dans l'amas de tissu organique. Il y fut aussitôt englouti. Le désagréable fourmillement parcourant le corps d'Eric cessa, remplacé par une nuée de picotements quand ses mains, retombées le long de son corps, furent à leur tour noyées par la matière sombre. « Désolé, » dit-il en contemplant le petit visage triste sous les cheveux en bataille. « Désolé pour tout. » Il n'avait jamais été plus profondément sincère. Il était désolé de la voir ainsi, mutilée et probablement diminuée pour toujours, si tant est qu'un futur existe pour elle. Il était navré pour sa famille et ses semblables, dont la seule demeure n'était plus qu'une carcasse en pleine autodestruction. Il était navré en pensant aux pilotes et aux miliciens qui avaient fait don de leur vie pour tenter de les sauver, et dont les restes flottaient en partie autour d'eux sous une forme ou une autre. Un sentiment de paix l'envahit au son de sa propre voix. Ses muscles, jusqu'alors crispés à l'extrême, se relâchèrent doucement, et, se laissant partir en arrière, il s'abandonna au flot des mutations organiques. Les picotements qu'il sentait remonter le long de ses avant-bras apparurent aussi sur son cou. De fines veines mauves montaient à l'assaut de son casque, parasitant peu à peu son champ de vision. L'expression de la fille changea. D'abord vaguement perplexe, elle devint franchement inquiète. Elle leva une seconde fois les mains, et avec un froncement de sourcils trahissant sa concentration, généra une fois de plus des étincelles. « Eric, réveille-toi !» L'odeur de brûlé et de charogne était insupportable. Violette tentait de s'en protéger, mais elle se sentait prête à tourner de l'œil d'un instant à l'autre. En voyant le carnage qui s'étendait au fond de la coursive, elle avait poussé un cri de désespoir et couru droit devant, malgré la vague immonde de mutations qui venait à sa rencontre. Pour ne rien arranger, le sol penchait maintenant terriblement. Elle et Marcus avaient devancé de quelques secondes l'équipe de renfort dépêchée par les deux miliciens, et bien leur en prit.
Violette eut le temps de se précipiter à la rencontre de son frère avant qu'il puisse la retenir. Marcus, lui, fut agrippé par les épaules et tiré en arrière. « C'est pas plus mal », pensa la jeune femme en luttant pour avancer malgré les mutations. Elle s'approcha le plus près qu'elle l'osa des corps calcinés qui surnageaient encore, juste assez près pour s'assurer qu'il n'y ait pas sur eux de cheveux châtains ou de fines branches épineuses. Puis elle le vit, seul devant l'entrée du sas, adossé au mur brûlé de la coursive comme si on l'avait placé là. Partout autour de lui, le revêtement du vaisseau avait disparu. Seul demeurait le treillis métallique du sol, ainsi que les membrures formant la cloison. Le flot malsain de tissu organique qui se déversait depuis le fond de la coursive contournait la zone comme s'il venait d'être repoussé. Un miracle. « Réveille-toi » répéta-t-elle en secouant son frère. « Ouvre les yeux, dis quelque chose, je t'en prie !» Alors qu'elle s'apprêtait à le soulever par les aisselles, Eric émergea enfin. Le visage marqué d'angoisse de sa sœur, à quelques centimètres du sien, lui rappela ce qu'il venait de vivre l'instant d'avant. Elle le serra dans ses bras à l'en étouffer. Ils retraversèrent à toute vitesse la portion dévastée de coursive, Eric seulement à moitié conscient, si bien qu'il n'eut pas le temps de se retourner vers le macabre spectacle qu'ils laissaient derrière eux, ni de trop réfléchir au contenu de la matière dans laquelle ils pataugeaient. C'était bien l'accès de la salle des commandes, là derrière, hein ? Lança Violette aux miliciens quand elle arriva à leur hauteur. Ils acquiescèrent en silence, atterrés. Alors il faut trouver un refuge pour tout le monde, ça ne sert plus à rien d'attendre devant la sortie, si on doit s'écraser. D'un même mouvement, ils regardèrent le désert grossir en contrebas à travers les déchirures de la paroi. Il aurait bientôt totalement occulté le bleu limpide du ciel. « Où est la fille ?» demanda l'un des miliciens en désignant Éric du menton. Il n'eut pour toute réponse qu'un hochement de tête déboussolé et un haussement d'épaules. « Allez vous mettre à l'abri, vous trois » reprit l'autre milicien. « Le plus haut possible et le plus loin du revêtement des parois. Nous, on redescend. » Leurs visages avaient viré au gris et leurs yeux étaient sans expression. En définitive, les 6 hommes qu'ils avaient recrutés et les rares fusils qu'ils avaient trouvés ne serviraient à rien. Ne restait plus que leur abnégation pour venir en aide à l'équipage. Violette et Éric soutinrent avec peine leurs regards, mesurant l'ampleur du sacrifice qu'ils s'apprêtaient à faire. La jeune femme murmura gravement un merci en prenant Marcus par le bras. Les 2 groupes se séparèrent dans un silence de mort, ponctué des bruits parasites en provenance du fond de la coursive et du vent à l'extérieur. « La serre, dit Éric d'une voix enrouée, c'est le seul endroit que je vois. »« Ça signifie redescendre, Éric, » protesta Violette. « Pas forcément. » Marcus était resté silencieux depuis qu'ils avaient quitté leur place près de la sortie. Mais voilà que l'occasion lui était donnée de jouer l'une des rares cartes qu'il possédait. Aussi s'en saisit-il avec gratitude. Il y a une salle pas loin du dôme, une remise pour les végétaux indésirables. Toutes les parois sont vitrées et doublées de métal. Il dut sentir glisser sur lui les regards incrédules de son frère et sa sœur, car il ajouta « Ben quoi, vous n'avez jamais cherché à savoir comment ça se passait pour les rebuts ?» Ils montèrent encore une bonne dizaine d'étages avant d'atteindre le petit entrepôt. Comme d'usage pour un endroit aussi dangereux, il s'était heurté à tout un tas de sécurités qu'il avait fallu contourner ou déjouer. « Il y en a beaucoup à l'intérieur ?» se risqua à demander Violette, la main sur la poignée. « Autant que d'habitude, une dizaine à ma connaissance. Ils peuvent rester ici très longtemps. Qu'est-ce que tu crains ?»« C'était des personnes quand même. On les a abandonnées là, alors que... Enfin, ça fait bizarre. » « Tu verras, on s'habitue, » dit Marcus avec un demi-sourire. Ce faisant, il entreprit de saisir le code d'ouverture, volé des années plus tôt. Violette et Éric eurent tout le loisir d'apprécier le double sens de sa dernière phrase. La salle était presque plongée dans l'obscurité. On l'avait conçue sous la forme d'une solide cage de métal, renforcée d'épaisses parois de verre, dans un seul et unique but: prévenir les débordements des anciens membres de l'équipage ainsi désavoués. Privés de lumière afin de ralentir leur croissance, ils attendaient ainsi en sursis, repoussés contre les murs dans un désordre apparent.
se trouvaient parmi eux quelques spécimens de plantes invasives et un arbre qui deviendrait un jour trop grand et trop lourd. Les autres végétaux avaient pour seul tort une taille relativement encombrante et surtout de ne rien produire d'utile. Marcus entama un bref monologue au cours duquel il cita presque tous les noms des ex-membres de l'équipage en présence. Cela, ajouta-t-il en désignant l'arbre et les plantes invasives, ils restent à bord surtout pour des raisons politiques. Leurs familles ont de solides arguments. Mais un jour, on les balancera au-dessus de la forêt, comme les autres avant eux. Oui, on leur laisse une petite chance comme ça. Et pour les autres, poursuivit-il en montrant les arbustes et les buissons, ils attendent un miracle sans doute. Parfois, il y en a qui se mettent à donner des fruits, ou on leur découvre des propriétés intéressantes. Violette et Eric écoutaient leur frère en silence, à moitié fascinés de l'entendre tenir un aussi long discours, mais surtout mal à l'aise face au plaisir malsain qu'il y prenait. L'enthousiasme factice qui perçait dans sa voix laissait deviner les longs moments qu'il avait dû passer ici, immobile dans la pénombre, songeant qu'il était davantage parmi les siens que n'importe où ailleurs. Marcus les ramenait malgré lui à une forme de lâcheté que son frère et sa sœur détestaient regarder en face. Comme la plupart des membres de l'équipage sain, ou dont la maladie progressait lentement, ils avaient toujours ignoré le sort exact des végétaux qu'on n'entreposait pas dans la serre. En partie parce qu'ils croyaient ce traitement exceptionnel, mais aussi par peur de voir l'un d'eux en pâtir. Marcus ou Eric, avec leur mutation qui ne produisait toujours pas de fruits, ou encore Violette si la place venait à manquer au point de ne plus pouvoir conserver les plantes ornementales. Même si tous jugeaient les formes végétales comme tenant plus du cadavre que de l'être vivant, se débarrasser d'un disparu leur avait toujours paru inconcevable. Pour l'heure, quasiment toutes les plantes glissaient lentement vers le mur nord dans leurs petits pots de terre cuite. Certaines s'étaient même renversées, répandant partout de la terre et des feuilles. La fratrie fut tentée de remettre de l'ordre par simple respect, mais renonça vite devant la futilité du geste. Tout penchait trop. Ils se serrèrent donc dans l'un des rares coins de la pièce où on pouvait encore tenir debout et attendirent que tout soit fini. Le vaisseau s'écrasa en soulevant dans son sillage des torrents de sable. L'équipage avait fait de son mieux pour se protéger de l'impact, et certains survécurent effectivement. Mais passé le premier choc, c'est une deuxième catastrophe plus insidieuse qui les acheva. Le revêtement organique du vaisseau, dont les lambeaux pendouillaient de la carcasse fatiguée, entama une farouche lutte pour sa survie. Tout être de chair se transforma en une ressource digne d'être absorbée et intégrée à la matière même. Le terrible mélange d'émotions dégagé par les rescapés ne rendit la tâche que plus facile, puisque c'était cela qui guidait en premier lieu les mutations. Les derniers cris d'effroi se changèrent en gargouillements avant de se taire à jamais. Quand tous les corps eurent disparu, ce fut le tour des végétaux. La serre avait été en grande partie éventrée. Même si certains pans de la salle protégeaient encore admirablement leur précieuse cargaison des débris et du sable, ils ne purent rien contre les fins réseaux d'excroissance qui s'infiltraient partout. En quelques heures à peine, seuls des tas de branches éparses attestaient qu'il y ait un jour eu de la vie ici. La matière organique elle-même se liquéfia pour s'infiltrer lentement dans le sol, sans doute pour échapper à l'éclat du soleil qui menaçait de la cuire. Ensuite, plus rien ne bougea. Les fragments de verre et de métal émergeaient du sable comme les reliefs d'un repas monstrueux. Le bruit sec d'une porte qui claque vint seul perturber le silence du désert au crépuscule. Une tête couverte d'épines apparut au sommet d'un monticule à demi enfoui. Puis Eric sortit, suivi de Violette, et ils hissèrent leur frère sur la plateforme aux arêtes saillantes qui avait été un mur. Le petit entrepôt s'était détaché du reste de la structure pour se ficher dans le sable, porte vers le haut. Bien que tous les végétaux qu'il contenait se soient transformés en un amas de poteries cassées, de feuilles et de terre mélangées, il avait joué son rôle de caisson d'isolation et était à peine déformé. Quant aux brèches laissées par les panneaux de verre fondus ou manquants, elles étaient pour l'essentiel bouchées par les plantes entremêlées. Les trois frères et sœurs contemplaient leurs habits en lambeaux,
les plaies et les bosses qui s'étendaient dans tous les tons de rouge et de mauve en dessous, et pensèrent au reste de l'équipage qui n'avait pas eu la chance de trouver un abri comme le leur. « Vite, on peut peut-être encore les aider !» dit Violette d'une voix mal assurée en se laissant glisser au sol. Avant de rejoindre son frère et sa sœur au bas du monticule, Marcus se retourna vers la porte, devenue par la force des choses une trappe, qui grinçait doucement sur ses gonds. Il ramassa un gros morceau de ferraille tombé non loin, et prit le soin de caler le battant afin qu'il reste ouvert. Au moins ils auront de la lumière, songea-t-il en contemplant la bouillie végétale sous ses pieds. Peut-être qu'ainsi il en sortira quelque chose. Le soleil s'apprêtait à plonger derrière l'horizon, laissant tomber sur le désert un voile d'obscurité. La fratrie, sous le choc, cherchait frénétiquement des traces d'un équipage qui semblait s'être volatilisé. Ils trouvèrent bien des restes du contenu de la serre, mais dans leur chagrin, ils attribuèrent ce saccage à l'impact lui-même. « Il n'y a même pas de corps, » murmura Violette. « C'est pas possible, ils n'ont pas pu tous partir. » Eric contemplait l'armature du vaisseau dépourvue de son revêtement. Une vague intuition de ce qui avait pu se passer lui vint à l'esprit, en repensant à son bref contact avec la matière organique. Mais cette idée était trop ignoble pour qu'il l'exprime à haute voix, surtout en cet instant. De toute manière, le silence prolongé de Marcus et de Violette lui donnait à croire qu'eux aussi se doutaient du destin de l'équipage. Dans les grandes lignes, en tout cas. Et avec la certitude qu'ils ne reverraient jamais aucun d'entre eux. « On n'y voit plus rien, dit finalement Marcus. On peut pas continuer comme ça. »« Viens, souffla Violette en passant un bras autour des épaules de son petit frère. On va trouver un endroit pour passer la nuit. »« Il faut retrouver les parents au moins. » Une grosse larme roula en silence sur la joue d'Éric. Sa sœur le regarda la gorge serrée, prête à fondre en larmes elle aussi. Mais elle ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. La fratrie chercha à tâtons une place dans la serre, là où le sable paraissait lisse. Leurs casques anti-contagion portaient de nombreuses fissures auxquelles ils prêtèrent à peine attention, de même qu'aux déchirures couvrant leurs habits. La perspective d'être davantage contaminés ne leur inspirait plus aucune peur. Ainsi environnés par des végétaux familiers, ils s'imaginèrent sous la protection des 2 arbres entrelacés. Cette idée leur apporta un semblant de réconfort en prévision du lendemain et de l'inévitable séparation. Echo ne vit que le bleu du ciel quand elle se réveilla. Le soleil brillait haut dans le ciel, écrasant tout sous ses rayons brûlants. Elle se redressa brusquement, en prenant une grande inspiration, puis fut prise d'une quinte de toux qui lui fit cracher du sable. Sa tête l'élançait tellement qu'elle regretta presque d'avoir repris conscience. Quelque chose se craquelait sur son visage à chaque mouvement. Elle leva les mains et palpa la structure métallique qui s'enracinait à même son crâne à la place des mutations végétales. Il ne restait de celle-ci que des chicots carbonisés qui s'effritaient entre ses doigts avec une facilité déconcertante. La douleur lui vrillait le cerveau d'une oreille à l'autre. Il lui était impossible d'aligner une idée cohérente, et plus encore de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il ne lui restait de son passé récent qu'un profond mal-être qui lui donnait envie de hurler. Électrisée par une brusque montée d'adrénaline, elle voulut sauter sur ses pieds. Elle eut à peine le temps de se déplier qu'elle était de nouveau par terre, hurlant cette fois de douleur. Sa jambe blessée venait de se rappeler à son bon souvenir. Il lui fallut une bonne heure pour trouver un rocher à l'ombre duquel se traîner. À défaut d'être opérationnel, son instinct de survie avait pris le relais. Elle passa le reste de la journée assise, penchée sur sa jambe, à appuyer sur les berges de sa plaie pour faire sortir ce qui se trouvait au fond. Le vertige s'empara d'elle plusieurs fois, mais elle parvint toujours à le chasser dans un grand crépitement d'étincelles. À la fin, le cylindre de métal trônait au creux de sa paume, et le sang ruisselait en abondance de la plaie béante. Sans vraiment savoir ce qu'elle faisait, elle appliqua dessus son autre main striée d'éclairs blancs et l'y maintint jusqu'à ce que la fumée et l'odeur lui mettent le cœur au bord des lèvres. Après ça, elle dormit longtemps. Elle fut tirée de son sommeil comateux par de grosses gouttes de pluie qui tombaient sur elle à intervalles de plus en plus rapprochés, jusqu'à l'averse. D'abord,
Elle se précipita sur l'eau qui s'accumulait dans les creux de son rocher et but jusqu'à sentir son estomac sur le point d'éclater. Ensuite, elle s'étendit les bras en croix, attendant d'être lavée de l'épaisse couche de cendres et de poussière qui la couvrait. Elle attendit une éternité. Elle était de nouveau en train de s'endormir quand tomba le premier éclair. Le vacarme la força à s'asseoir et elle regarda avec fascination la foudre frapper le sommet des dunes de plus en plus près. Elle ne réagit pas quand un geyser de sable se souleva à moins d'1 kilomètre de son refuge. Parmi tout ce qu'elle avait oublié, figurait la sagesse la plus élémentaire des forestiers. La colère du ciel aime frapper ceux qui s'élèvent trop loin du sol. Elle ne vit pas ni ne sentit la prochaine décharge. À la place, elle se retrouva suspendue dans le vide, entourée d'un nuage électrique plus dense que tous les précédents. Le ciel étoilé apparaissait de temps en temps quand le voile d'obscurité autour d'elle se déchirait. Cette fois-ci, elle ne vit pas les choses sous le prisme de la rage, mais seulement avec un étonnement juvénile. Elle ne pensa pas un seul instant à la chute. L'éponge qui remplaçait vraisemblablement son cerveau n'avait plus les ressources nécessaires pour éprouver de la peur. Alors, au lieu de tomber, elle perdit simplement de l'altitude, avant de remonter à la faveur d'une nouvelle décharge. Tandis qu'elle se laissait gagner par l'euphorie, les décharges électriques venues du ciel se firent plus fortes, la portant toujours plus haut et plus longtemps. Elle empruntait d'immenses corridors du nuage sombre, se noyait dans des brouillards denses et froids qu'éclairaient les étoiles, plongeait vers le parterre infini des dunes, accompagnée par la sensation de vide au creux de son ventre. Puis elle remontait au dernier moment quand il lui semblait qu'elle allait s'écraser au sol comme un fruit trop mûr. Elle se laissa porter ainsi, sans effort apparent, jusqu'à perdre tout sens de l'orientation. Elle savait juste que sa tête était en haut et ses pieds en bas, du moins la plupart du temps. L'envie de redescendre la saisit quand elle vit la forêt s'étendre en contrebas. C'est aussi le moment qu'elle choisit pour réaliser que l'orage était loin derrière elle et que tout était calme aux alentours. Son esprit remit en route un semblant de processus logique au prix d'une vague de douleur. Les décharges successives qui l'avaient propulsée dans les étoiles ne venaient pas toutes de la foudre. Le bourdonnement provenant de son casque improvisé, ainsi que les étincelles qui traversaient son champ de vision de haut en bas, la mirent sur la piste de l'explication la plus probable. Une première onde de doute la traversa. Elle tenta de ressentir l'énergie qui se concentrait dans les fines baguettes de métal au-dessus de sa tête, visualisant de toutes ses forces l'électricité jaillir pour la porter de nouveau. Ensuite, elle fit ce qu'elle put pour amortir sa chute. Le coin de forêt dans lequel atterrit Echo garda de son passage un léger cratère d'impact, ainsi que quelques troncs calcinés. Cette dernière chose provoqua chez elle un vague sentiment de culpabilité. Un vieux reste de son éducation lui intimait d'expier sa faute et de tout faire pour sauver les arbres, imprimant dans sa tête une suite de réflexes et d'actions qu'elle entreprit d'exécuter mécaniquement. Mais elle n'en vint jamais à bout et finit par s'immobiliser, avec dans les mains une brassée de bois mort. Le peu de sens encore présent dans ses gestes venait de s'évaporer. Ce qu'elle était devenue la mettait pour toujours hors de portée de son ancien mode de vie. Elle arpenta la forêt au hasard pendant plusieurs jours, avec une seule idée en tête, retrouver les siens. Le monde végétal ne l'acceptait pas davantage qu'auparavant, et elle essuyait de fréquentes attaques de branches, lianes et autres dards empoisonnés. La seule différence, pourtant de taille, était que rien ne l'atteignait. Les végétaux tombaient en poussière dans un grésillement caractéristique avant même d'avoir pu l'effleurer. Elle n'avait que très peu conscience de cela, et pour cause. Dans son état de lucidité aléatoire, ses perceptions se limitaient à ce qui touchait sa peau ou passait devant ses yeux. Elle continua de déambuler ainsi jusqu'à croiser la route d'un groupe de forestiers. Elle ne comprit pas tout de suite ce qu'ils lui crièrent. En revanche, elle vit bien les armes qu'ils pointaient sur elle. Des lances, des poignards, quelques arbalètes, et même un objet semblable à celui qui l'avait blessée à la cuisse. Comme elle ne bougeait pas, les lances et les flèches se mirent à pleuvoir sur elle. Elles furent déviées dans une gerbe d'étincelles. La pierre et le bois explosèrent, le métal fondit. Et le groupe s'enfuit sans demander son reste. Elle tenta bien de les appeler, de leur dire de rester, mais aucun mot ne sortit de sa bouche,
Elle devrait admettre plus tard que ce serait à jamais le cas. Echo se lança sur les traces des forestiers. La rage qu'il avait auparavant animée s'était éteinte, mais ses braises couvaient toujours. Il aurait suffi d'une seconde de laisser aller pour qu'elles jaillissent de nouveau. Ainsi, Echo dut faire un effort colossal lorsqu'elle tomba face à un mur de guerriers armés de pied en cap au détour d'un chemin. Ils formaient un cordon tout autour de leur village. Au-delà, la jeune fille voyait les sentiers déserts courir entre les maisons barricadées. Elle fut prise d'un profond malaise qu'elle ne put identifier pour ce qu'il était, le mal du pays. Elle aurait fait n'importe quoi pourvu qu'on la laisse entrer. Elle tenta encore de parler pour dissiper les expressions farouches des visages et faire que les armes s'abaissent. Peine perdue. Tous ses efforts ne firent que renforcer la défiance qu'elle lisait dans les regards. Bientôt, les guerriers s'avancèrent en brandissant leurs lances pour la faire reculer. Le cortège d'étincelles qui environnait Echo devint plus dense en même temps que son esprit se préparait à la riposte. Mais en un éclair, remontèrent de ses souvenirs des images de corps brûlés, d'orbites aux yeux fondus et aux paupières racornies, des effluves de cauchemars et des cris d'agonie. Ce fut assez fort pour la convaincre d'obéir. Elle tourna les talons, la gorge serrée. La lucidité regagna lentement du terrain dans l'esprit d'Echo. Avec celle-ci, revint tout un cortège de sensations et d'aptitudes dont l'absence avait transformé la jeune fille en un étrange pantin. Seul demeura un nuage d'illusions qu'elle se garda bien de dissiper. Elle se disait que si les forestiers l'avaient rejetée, c'est parce qu'ils ne la connaissaient pas. Les gens de son village natal ne l'aimaient pas beaucoup, certes, mais ils ne réagiraient pas ainsi. Son père et ses frères et sœurs, par bonheur elle s'était rappelée d'eux, l'accueilleraient sans doute malgré son état. Cette certitude patiemment renforcée la fit poursuivre son errance pendant des mois en pure perte. Elle croisa à peine quelques nouveaux villages dont elle n'approcha même pas et ne fit qu'accumuler de la frustration. Un jour qu'elle était encore arrivée à l'orée du désert, la futilité de sa démarche lui sauta enfin aux yeux. Elle s'était imaginée retrouver un lieu comme il en existait des centaines, dans une portion de forêt semblable à toutes les autres, qui se trouvait peut-être à des kilomètres de là. Et tout ceci, à pied. En boitant pour être exact. Un rire nerveux lui échappa. Au moins avait-elle retrouvé la raison. Ce moment marqua le début d'une période où, à peu près débarrassée de son intolérable mal de tête, elle envisagea sa tendance à faire des étincelles non plus comme un stigmate mais comme un potentiel. Elle n'avait pas oublié son premier voyage dans les airs. Des souvenirs lumineux lui en revenaient par bribes, lui donnant le courage de se relever après chaque tentative infructueuse visant à recommencer. Son meilleur résultat consistant en un vol plané d'une dizaine de mètres pour atterrir la tête la première dans le sable. En toute logique, si elle avait accompli une telle chose malgré son cerveau malade, rien ne l'empêchait de réussir à nouveau. Et quand elle arrivait à y croire, l'exaltation lui faisait oublier la douleur qui pulsait dans sa jambe et son crâne. Si elle parvenait à maîtriser le phénomène et à s'en servir, les distances ne seraient plus jamais un obstacle et il y aurait pour elle un espoir de retrouver les siens, peu importe ce qu'il adviendrait ensuite. C'est ainsi que les longues journées d'errance laissèrent place à un acharnement sans faille, suite ininterrompue de lourdes déconvenues et de grands élans d'optimisme. Tenir bon était la seule chose qui comptait. Parfois, elle repensait au garçon du vaisseau. Elle était heureuse d'avoir eu la force de l'épargner, avant que... Elle ne se rappelait plus de la suite, avant de se réveiller dans le désert. Dans un coin de son esprit, elle s'était jurée de le retrouver, sans envisager une seconde qu'il ait pu perdre la vie. Même la plus folle des illusions était bonne à prendre quand il n'y avait que du vide à l'horizon. Elle se serait réjouie d'apprendre que les retrouvailles auraient bien lieu un jour. Mais peut-être aurait-elle changé d'avis si elle avait su comment.